Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Raphaël Baquet. Il va répondre à une critique de Jean Montaldo à propos de son dernier ouvrage, Le dernier mort de Mitterrand. C'est chez Grasset et Albin Michel en co-édition. Raphaël Baquet, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter, vous êtes grand reporter au Monde et votre dernier ouvrage, c'est L'enfer de Matignon en 2008. Vous avez pris 12 anciens locataires et vous leur avez demandé? Ah oui, et je dois dire qu'ils en avaient gardé un souvenir pour le moins assez contrasté et ils avaient beaucoup souffert. Alors là, ça va être l'enfer de l'Élysée, on va y revenir. Alors d'abord, parler de Jean Montaldo qui va être votre interlocuteur. Lui, journaliste, il a fait cet ouvrage dont il parle d'ailleurs dans l'entretien, Mitterrand et les 40 voleurs chez Albin Michel, qui a été un énorme succès à l'époque, 1 million d'exemplaires. Mais on va peut-être revenir sur la personnalité centrale de cet ouvrage. Le dernier mort de Mitterrand, c'est François de Grossouvre. Alors, qui était-il, ce François de Grossouvre? C'était un industriel lyonnais qui, en 1959, rencontre François Mitterrand parce qu'en fait, il s'ennuie un peu à Lyon et il décide d'aller à Paris et il finance l'Express. Et pour le remercier, Françoise Giroud l'emmène déjeuner, lui présente un peu ce qui compte à Paris et elle lui présente François Mitterrand. C'est un coup de foudre. Et là, il a un coup de foudre, effectivement, pour François Mitterrand, qui est à la fois dans une période politique difficile, il est un peu en bas de l'échelle de sa cote de popularité, tout ça, voilà. Mais en même temps, il a gardé ce magnétisme et cette séduction extraordinaire qui vont beaucoup frapper Grossouvre. Et ces deux hommes vont devenir très amis, d'autant que François de Grossouvre va être aussi le financier de François Mitterrand. Puis plus tard, on va l'appeler le ministre de sa vie privée, en tout cas celui qui couvrira la double vie de François Mitterrand. C'est dans les maisons de Grossouvre, et notamment dans son petit château de l'Allier, que François Mitterrand va avec Anne Pinjot et avec Mazarine enfant, et au point que Grossouvre sera le parrain de Mazarine. Alors donc, dans cet ouvrage, vous racontez ce suicide, puisque François de Grossouvre, ce soir de 1994, en avril, où il se tire un coup de 357 Magnum, et il fait ça à l'Élysée, ce qui est très très singulier, dans son bureau, comme s'il voulait envoyer un message. Et la question que tout le monde s'est posée, est-ce que c'était le fait d'un homme désespéré, quelqu'un qui était en disgrâce, quelqu'un qui voulait révéler des secrets, qui était un petit peu déçu du mitterrandisme et de l'évolution que prenait, j'allais dire, le règne de François Mitterrand, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qu'on a voulu éliminer? Alors vous êtes opposé avec Jean Montaldo, il a une hypothèse, vous en avez une autre, mais il y a quand même quelques zones d'ombre dans cette histoire qui seront certainement évoquées. Alors vous, votre sentiment, c'est qu'il n'y a pas de doute sur le suicide de François de Grossouvre? D'abord, moi aussi, au début, moi aussi, j'avais un doute. Bien sûr, il y avait un mystère. Il y avait un mystère non seulement sur la mort de Grossouvre, mais un mystère sur sa relation avec Mitterrand aussi. Car à la fin, dans les dernières années de sa vie, Grossouvre était à la fois le conseiller de François Mitterrand, il avait à la fois un bureau à l'Élysée, il vivait aussi dans un appartement de fonction payé par la République et attribué par François Mitterrand, au-dessus de chez Anne Pinjot et Mazarine. Donc, il était à la fois un pied dedans et un pied dehors, car par ailleurs, il ne cessait de critiquer François Mitterrand et son entourage. Et de recevoir des journalistes pour leur dire. Et de recevoir des journalistes et même de dénoncer cet entourage au juge et au juge Jean-Pierre. Donc il y avait un mystère sur cette relation et c'est pour ça aussi que j'ai voulu enquêter. On est quasiment, en ce qui concerne Grossouvre, dans une histoire d'amour, d'un amoureux déçu, parce qu'il est très jaloux de Pelat, du fils Mitterrand, et il les attaque parce qu'il a le sentiment que ces hommes-là prennent sa place auprès de Mitterrand. Ce dont on ne se rend pas toujours compte quand on est éloigné des milieux du pouvoir, c'est qu'un président, comme un roi, exerce une espèce de fascination et la façon dont il distribue les faveurs ou la disgrâce autour de lui fait vivre ou au contraire mourir à petit feu et s'étioler tous ceux qui l'entourent. Et François de Grossouvre, c'est exactement ce qu'il a vécu. À la fois être dans l'intimité du monarque, et puis tout d'un coup subir la disgrâce. Voilà, donc on a, je crois, un portrait un peu plus précis de lui et de son importance auprès de François Mitterrand. Maintenant, on va écouter Jean Montaldo qui a des choses à vous dire. Oui, bien sûr. Bonjour Raphaël Baquet. Vous avez écrit un bon livre, mais un livre écrit à grande vitesse, à lire dans le TGV. Vous avez au départ un a priori, le suicide. Je vous avais mis en garde, vous invitant à la plus grande des circonspection. Dans cette affaire, bien trouble, il reste des éléments majeurs.
Je peux arrêter là? Bien sûr, mais vous arrêtez absolument. Alors d'abord, il faut dire qui est Jean Montaldo par rapport à Grossouvre, hein, parce que évidemment, il ne parle pas de façon neutre dans cette affaire. Et d'ailleurs, c'est un personnage évidemment très intéressant, très haut en couleur, qui tient une place dans mon récit. Oui, absolument, il y a un chapitre. Montaldo, c'est à la fois un homme qui a beaucoup critiqué Mitterrand, vous le savez, souvent avec justesse d'ailleurs, dans certains de ses livres. Et son père avait été ami de Mitterrand avant de rompre avec lui. C'est très important pour la suite. Lui-même, il a connu Grossouvre car il fait une enquête sur le financement du Parti socialiste. Or, il tombe sur Grossouvre, qui est un des fondateurs de la société Urba. Peut-être que vous vous en souvenez, Urba, ça avait fait un scandale terrible. Voilà. Financement des partis... Financement du Parti socialiste. Et il va voir Grossouvre, et d'une certaine façon, il comprend bien que Grossouvre peut être une source. Et donc, il va se lier d'amitié avec Grossouvre, et il va utiliser Grossouvre pour être sa source, comme beaucoup de journalistes. Alors, ce qui m'a intéressé quand j'ai enquêté sur Grossouvre, c'est de voir à quel point beaucoup de journalistes avaient passé leur temps à aller voir François de Grossouvre. Et c'est aussi pour cela que personne n'a vraiment raconté, enfin, que très peu de journalistes ont raconté qui était Grossouvre, car d'une certaine façon, ils étaient liés à lui. Donc voilà pourquoi notre ami Jean Montaldo en parle ainsi. Vous avez manifestement évacué d'une pichenette. Il y a plusieurs éléments. Premièrement, ce que François de Grossouvre m'avait dit. Avant sa mort, il me dit, et ça, ce mot, vous ne le reprenez pas, si je meurs, c'est qu'on m'aura tué. Je vous demande, dans ce cas, de monter au créneau. Les éléments que vous... Alors, oui, François de Grossouvre, contrairement à ce que dit Jean Montaldo, je le raconte justement, François de Grossouvre, effectivement, est très ambivalent. Il a le sentiment d'être surveillé et il a raison, car il sera écouté. À partir du moment où François Mitterrand va chercher à écouter Jean Edernalier pour protéger la vie de Mazarine, qui est un secret à l'époque, il va écouter tout un certain nombre de gens et il va tomber sur Grossouvre. Et c'est comme cela d'ailleurs qu'il va apprendre à quel point Grossouvre parle aux journalistes et parle à Jean Montaldo. Alors là, juste un point, parce que c'est quand même le commandant Proutot, c'est une œuvre de Grossouvre, c'est lui qui l'a fait nommer. Oui. Et donc cette cellule... Exactement. Ce qui est extraordinaire, et c'est l'ironie de l'histoire, c'est-à-dire que Grossouvre va organiser cette sécurité parallèle, ce système des gendarmes de l'Élysée qui vont protéger Mazarine et qui vont faire des écoutes téléphoniques, y compris sur des journalistes, et il va en être la victime. Donc, il dit effectivement qu'il est écouté, il dit qu'il va être tué, il dit aussi qu'il en a marre, qu'il n'en peut plus, que c'est terrible. Et donc, en fait, quand on réunit tous les témoignages, on voit bien que Grossouvre est angoissé par cette vie à la cour. Il ne sait plus tellement s'en dépatouiller. Il est à la fois inquiet et il est aussi assez déprimé. Vous avez passé sous silence. D'abord, il y en a un, page 11. Vous parlez de la luxation de son épaule, lorsqu'on le retrouve mort dans son bureau de l'Élysée, de son épaule gauche. Or, comment, alors que cet homme est droitier, a-t-il pu se luxer l'épaule en s'administrant une balle dans la tête? On n'a jamais vu ça. Ensuite, il y a le déménagement de son bureau et de son appartement. L'armurier, vous dénaturez, pardon d'avoir à le dire ici, le témoignage de l'armurier. Lui, il ne conclut pas au suicide. Qu'il s'agisse du témoignage... Alors, moi, je crois que c'est bien pire. C'est bien pire. Il y a un hématome en plus, je crois. Non, mais c'est bien pire que ce que raconte, à vrai dire, Jean Montaldo. Il n'y a aucun élément qui montre que c'est un assassinat. Et en revanche, beaucoup qui montrent que c'est un suicide. Mais ce qui est le pire, c'est la façon dont a été géré le suicide, qui est proprement scandaleuse. La façon dont l'Élysée a géré le suicide. Et effectivement, il y a eu d'abord tentative de déplacer le corps. Oui. On a appelé une ambulance militaire pour dégager le corps, tellement c'était scandaleux d'avoir un mort à l'Élysée. Ensuite, ces fameux gendarmes de l'Élysée que Grossouvre avait organisés, ce sont eux qui vont aller effectivement dans l'appartement de François de Grossouvre, voir s'il n'y a pas d'archives compromettantes. Alors, ce qu'ils craignent, c'est qu'on découvre l'existence de Mazarine. Car Grossouvre a été le prête-nom aussi pour acheter notamment la maison de Gordes que François Mitterrand a transmis à Pajot. C'est cela que craignent les gendarmes. Et donc, ils vont aller nettoyer l'appartement du Quai Branly et ils vont aussi en expulser, en renvoyer Nicole, la femme qui vit avec François de Grossouvre. Donc,
À vrai dire, moi je vais beaucoup plus loin que ce que dit Montaldo. Je pense que c'est épouvantable ce qui s'est passé. Et la façon dont l'Élysée a géré cette mort est proprement ignoble. Alors c'est juste ce petit détail de cette luxation et de cet hématome au visage. Alors, cette luxation et cet hématome au visage. Bon, l'hématome, moi j'ai vu les photos. Hein. Il y a un hématome qui peut parfaitement être lié. Vous savez, quand on se tire une balle sur le menton, ça crée un hématome. Et par ailleurs, la luxation, effectivement, elle peut être liée au recul. C'est ce que conclut le médecin légiste. Par ailleurs, encore une fois, le corps a été bougé. Hein, donc, il peut aussi y avoir ça. Donc voilà. Dans Mitterrand et les 40 voleurs, j'avais tenu, dès le début du livre, à prouver que la thèse développée par les collaborateurs de François Mitterrand, à la demande du président de la République, selon laquelle François de Grossouvre n'était plus qu'un vieillard sénile, qu'il n'avait d'ailleurs plus de fonction, était fausse. Comment le président de la République aurait-il pu autoriser François de Grossouvre à conserver à l'Élysée un bureau et un appartement au-dessus du sien, le sachant armé comme un porte-avions? Alors, François Mitterrand, effectivement, il organise avec ses collaborateurs et notamment avec Michel Chalers, ils vont organiser le dénigrement de François de Grossouvre. Dire sénile. Exactement. En revanche, que François de Grossouvre a été très déprimé, là je crois que franchement il y a beaucoup de témoignages là-dessus, y compris de sa compagne. Je crois que vraiment François de Grossouvre, à la fin de sa vie, est extrêmement déprimé et tous ceux qu'il voit dans les derniers jours apportent des témoignages tout à fait probants sur le fait que François de Grossouvre ne cesse de parler de se suicider. Il y a son fils qui est et surtout, et le matin, il part avec son revolver, ce qui inquiète énormément sa compagne. Quand vous l'avez rencontré, je crois que c'est la première fois. Oui, je l'ai rencontré, c'est la première fois qu'elle parlait. On pourrait dire, en étant machiavélique, un peu cynique, que si on avait voulu assassiner François de Grossouvre, on ne l'aurait pas fait à l'Élysée. Non, il y avait mille façons de le faire. Un accident de chasse. Hein. C'est un homme qui effectivement chassait. Il avait énormément d'armes chez lui. Il avait un port d'armes autorisé. Donc, contrairement à ce que dit Jean Montaldo, oui, on ne peut pas laisser un homme avec une arme. Mais depuis 13 ans, il avait une arme sur lui. Alors, il y a une scène qui est assez troublante en même temps émouvante, ce sont ses obsèques. Il y a ce fauteuil rouge du président. Il est là un peu contre la volonté de la famille. Ces obsèques sont épouvantables. La famille, effectivement, qui sait la disgrâce et la douleur et le chagrin qu'a subi Grossouvre par l'éloignement subi par François Mitterrand, ne veut pas que le président assiste aux obsèques. Et évidemment, pour François Mitterrand, il n'en est pas question. Car cette mort de François de Grossouvre, ce suicide de François de Grossouvre, arrive 1 an après celui de Pierre Bérégovoy. Oui, ça fait quand même beaucoup. Et 2 ans après la mort de Roger Patrice Pelat, qui est mort d'une crise cardiaque, mais il est mort d'une crise cardiaque cernée par les juges, dans le scandale. Et donc, évidemment, pour le président, il n'est pas question qu'il n'aille pas à ses obsèques. Et jusqu'au cimetière, la famille, et notamment la femme de François de Grossouvre, Claude de Grossouvre, n'adressera pas la parole à François Mitterrand. Voilà, alors donc, on ne tranchera pas aujourd'hui. Ah, mais si, on tranche. Vous tranchez, mais je veux dire, il faut lire le dernier mort de Mitterrand, Raphaël Baquet, une coédition Grasset-Albin Michel, parce qu'il y a déjà une dimension romanesque qui suffit au plaisir. Merci en tout cas, Raphaël Baquet.